Disons-le clairement, les perspectives de l'immobilier ne sont pas bonnes en 2023 en France. Fondamentalement, le prix de l'immobilier est fonction de 3 critères. Le pouvoir d'achat de la population, plus un pays est riche, plus le prix potentiel de son immobilier est élevé. La tension entre l'offre et la demande, en fonction de ce qui est disponible comme bien sur le parc, cela peut provoquer des tensions sur les prix. Et enfin, l'effet de levier lié aux conditions de crédit. Plus il est facile d'emprunter sur de longues durées, plus les prix sont démultipliés à la hausse. Avec ces 3 critères en tête, regardons les perspectives en France. En termes de pouvoir d'achat, 2023 n'est pas orienté à la hausse. La crise énergétique que le pays connaît vient structurellement abaisser sa croissance potentielle, donc la richesse de ses habitants. En 2022, la croissance a été de 2,6%, ce qui a permis au gouvernement de se féliciter de ce bon score. Et la croissance française résiste. C'est un des chiffres de croissance les plus élevés de la zone euro. Et c'est le résultat de tout le travail de fond que nous avons fait depuis 5 ans. Sauf que voilà, en réalité, si la croissance du PIB a été positive de 2,6%, il faut garder en tête que pour atteindre ce résultat, le déficit de l'État par rapport au PIB toujours, est annoncé avant les prochaines révisions du printemps, ressort à 4,9%. Dit très clairement, pour créer 75 milliards de richesses, la France s'est endettée de 140 milliards. De ce point de vue, la France s'est appauvrie de 65 milliards, ce qui signifie qu'aucune richesse n'a été créée, mais qu'au contraire, la France est en récession de 2,3%. Quant à 2023, ce sera pire, puisque la croissance est attendue à 1%, tandis que le déficit du pays est toujours prévu à 5%. Et je rappelle que ces prévisions ont tendance par nature à sous-estimer les déficits et à surestimer la croissance. Donc c'est un appauvrissement de 4% qui nous attend pour 2023. Mais 2023 pourrait bien être plus mauvais que cela si la France subit une attaque des marchés sur sa dette. Enfin, quand je dis une attaque, il faut préciser les choses encore une fois. La BCE achète lourdement la dette française depuis 2015 à hauteur d'environ 50% de la dette émise. Ce n'est pas une paille car aujourd'hui, elle en possède 830 milliards. C'est le principal moteur des marchés pour qu'ils continuent d'acheter de la dette française. D'une part, bon nombre d'entre eux y sont forcés par la réglementation, comme les assureurs et les banques, et d'autre part, pour les autres, ils savent qu'ils ont une liquidité de sortie grâce à la BCE qui rachète en dernier ressort. Enfin ça c'était le cas jusqu'en 2022. À ce rythme-là, la France est endettée à 115% de son PIB et comme les taux d'intérêt remontent en prenant en compte la maturité de la dette de la France, il ne faudra pas 2 ans avant que la France ne se retrouve dans une trappe à dette où les intérêts de la dette dépassent sa croissance en mode full patate si je puis dire. En gros, avec des taux d'intérêt à seulement 3% pour un endettement de 115%, cela signifie qu'il vous faut un minimum de 3,5% de croissance pour arriver à payer seulement les intérêts de cette dette. Alors concrètement, avec un poids de l'État de plus de 60% dans le PIB, la France est en train de passer par le même chemin que la Grèce à grande vitesse. Et la voie grecque n'est pas une panacée pour le marché de l'immobilier. Entre 2007 et 2017, soit pendant 10 ans, le marché de l'immobilier grec a perdu 40% de sa valeur, car le pouvoir d'achat de sa population s'est littéralement effondré. En ce qui concerne les loyers, ils ont aussi baissé pendant pas mal de temps. Cela permet de donner un peu de perspective à tous ceux qui pensent que l'investissement immobilier est du sûr à 100%, car les loyers, ça ne peut pas baisser, donc sur le long terme, on s'en sort toujours. La réponse est non. Le risque existe. Un article de Claude Sicard fait bien le point sur les difficultés de la France en 2023, où l'on voit que le pays se rapproche de plus en plus de la situation grecque. Le taux d'industrialisation est catastrophique et la descente aux enfers n'est pas terminée, puisque les grandes industries européennes préparent leur délocalisation vers des pays où l'électricité, le nerf de la guerre de l'industrie, est moins chère. Cela signifie que la base de la croissance, les secteurs économiques où l'on produit réellement de la valeur, s'enfonce. La tendance n'est pas prête de s'inverser car la part de recherche et développement n'est pas au niveau pour soutenir l'innovation et le développement industriel. Bien que le gouvernement souhaite une transition écologique, en détruisant les industries polluantes pour les remplacer par des industries vertes et innovantes, pour l'instant on réussit sans problème à détruire les vieilles industries, mais pour ce qui est de les remplacer, on n'y est pas. Et pour stimuler l'innovation, on pense tout de suite à la recherche et développement, et la part de R&D dans le PIB est aussi très faible, même si la France est considérée comme un paradis fiscal pour les centres de recherche, puisqu'ils sont largement subventionnés par des aides d'État. Et je ne plaisante pas, la France est vraiment considérée par les multinationales comme un paradis fiscal pour leur secteur de R&D. Enfin, pour rénover son tissu économique, il faut travailler, et là, on n'y est pas non plus. Le taux de population active mesure la proportion de personnes qui bossent dans
dans l'économie. Eh bien, ce n'est pas brillant du tout. Comme vous pouvez le voir, en Suisse, la retraite c'est à 64 ans pour tout le monde et le taux d'activité est également plus élevé. Forcément, ça marche mieux. Quant à la durée moyenne de la vie active, on est loin des 42 ans de cotisation. Bref, tournez-le comme vous voulez, il n'y a pas assez d'heures travaillées. Donc en termes de croissance, il ne faut pas s'attendre à des miracles et cela va nécessairement peser sur le pouvoir d'achat de la population dans son ensemble. C'est pour cela que je dis que l'on peut s'attendre prochainement à une attaque des marchés, car à un moment ça va coincer. Enfin, attaque c'est un terme un peu osé, car sur le principe, attaquer la dette consiste à la vendre ou à ne plus l'acheter. Dit autrement, si les marchés ne veulent plus de la dette française, le château de cartes s'effondre. Mais ce sera tout de même la faute du gouvernement français, puisque jusqu'à ce jour, il vit à crédit sur le dos des marchés, justement. Bien évidemment, si la réforme des retraites devait ne pas passer, alors cela pourrait être un accélérateur, car pour les marchés, cela démontrerait que la France est devenue largement ingouvernable, ce qui pourrait être un signal d'alerte rédhibitoire. Mais de façon plus proche, c'est la question de la rénovation thermique des logements qui pose problème dans l'immobilier. Le premier sujet, c'est que les gens qui ont des logements mal isolés vont avoir froid. Car si le prix de l'énergie reste fortement encadré pour l'offre de prix régulée, c'est une augmentation de 15% de l'électricité qui a eu lieu au 1er février 2023. Pour le gaz, la hausse s'est faite début janvier. Donc si le pouvoir d'achat diminue car les entreprises sont en difficulté et que le prix de l'énergie monte, au final ce seront plus de gens qui auront froid et ce sont les prix des logements les plus mal isolés qui en pâtiront. Cela a déjà commencé puisqu'en 2023 il n'est plus possible de louer des appartements trop mal isolés consommant plus de 450 kWh par mètre carré par an. Sauf que voilà, ce sont aussi les logements les moins chers. Dans un pays qui va bien, on pourrait s'attendre à ce qu'il soit acheté par des bricoleurs ou des investisseurs afin de les retaper et de les revendre. Comptez environ 40 000 € pour une rénovation thermique d'un logement en moyenne en France. Donc si vous prenez un logement de 80 m² pour un prix de 200 000 €, vous faites déjà face à une baisse du prix de 20%. En théorie, c'est la baisse des dépenses de chauffage, donc des charges, qui est censée compenser la hausse du prix des loyers. En pratique, l'exercice pourrait être bien plus compliqué si les charges explosent dans le même temps à cause de l'augmentation des prix de l'énergie. Concernant la hausse des prix de l'énergie, les perspectives sont aussi plutôt mauvaises pour 2023-2024, car la Russie vient d'interdire toute exportation de pétrole vers l'Union européenne, le G7 et l'Australie, qui sont les pays qui ont décrété l'institution d'un plafond de 60 $ le baril sur le pétrole russe. En soi, si cela permettait de faire craquer les Russes et de mettre fin à la guerre, ce serait une bonne idée. Mais il est très difficile de savoir comment cela va impacter le conflit. La Russie va souffrir à court terme de ces sanctions, mais ce ne sera que le temps de rediriger les flux d'hydrocarbures vers ses nouveaux clients qui ne se soucient pas des problèmes des Européens. La Russie semble donc être plutôt dans une course contre la montre que dans une impasse. C'est pas le même sport. Pour l'Europe, ce n'est pas indolore non plus, puisque ces sanctions viennent réduire les flux d'hydrocarbures disponibles pour ses membres. Par ailleurs, n'oublions pas que cette guerre engendre des morts du côté russe. Beaucoup de morts, quoi qu'il puisse s'en dire. Est-il raisonnable de penser que des sanctions économiques pourront suffire à faire plier le pouvoir russe? Comment assumer la mort de dizaines voire de centaines de milliers de personnes, je ne sais pas, de votre pays sans avoir remporté une forme de victoire? Tout cela pour dire que, selon les renseignements britanniques, les Russes se dirigent plutôt vers une surenchère dans le conflit plutôt qu'une baisse d'intensité. On parle d'une nouvelle mobilisation de 500 000 soldats, en plus des 300 000 qui sont déjà mobilisés. N'oublions pas non plus que la Russie a perdu près de 10 millions de soldats et de l'ordre de 15 millions de civils lors de la Deuxième Guerre mondiale. Nous savons donc que le potentiel d'extension du conflit avec la Russie peut vraiment prendre de l'ampleur si on s'en réfère à l'histoire. Mais en tout cas les Russes, on avait dit, j'ai entendu sur des plateaux plusieurs fois qu'il manquait de munitions, que les troupes étaient démoralisées. Non, le discours de Poutine, il marche à fond avec ses troupes. Alors je ne sais pas ce qu'il en est réellement, car d'autres prétendent que l'Ukraine est partie pour reconquérir tous ses territoires. Mais ce qui me semble certain, c'est que ce climat n'est pas favorable à l'expansion économique de l'Union européenne. C'est pour cela que dans ma lettre d'investissement que je co-rédige avec Didier Darcet, nous vous proposons des portefeuilles pour gérer votre épargne par vous-même et de façon mondialisée, afin de donner les moyens à votre épargne de se développer au-delà des turpitudes de l'Union européenne. Pour ma part, je vous prépare des dossiers sur des plateformes d'investissement pour générer des revenus de type fixed income, à savoir des rendements à taux fixe sans variation sur le capital. Le mois dernier, je vous recommandais une plateforme d'investissement pour des projets d'agriculture avec une rentabilité supérieure à 10%. Pour vous abonner,
Cliquez sur la fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran ou via les liens en description. Enfin, il faut ajouter à notre situation immobilière les turpitudes de l'administration qui ajoutent des rigidités dans le marché. Le dernier cas en date, c'est l'histoire du taux d'usure. Comme en tant que particulier vous êtes réputé un peu benet, l'État se charge de fixer un taux d'usure au-delà duquel les banques n'ont pas le droit de vous prêter de l'argent pour un emprunt immobilier. Le problème, c'est qu'avec la remontée des taux, les taux d'intérêt bancaires courent derrière ce taux d'usure et viennent bloquer le marché. Alors, faut-il renoncer à protéger le consommateur et le laisser en pâture au système bancaire? De mon point de vue, oui, sous deux conditions afin de responsabiliser tout le monde. La première, c'est que les emprunteurs aient la capacité de renoncer au remboursement de leur crédit sous condition de rendre les clés de leur maison à leur banquier, qui ne pourrait pas prendre plus que cela pour se payer. De cette façon, les banques feront naturellement plus attention à leurs conditions de prêt. À l'inverse, laisser les banques être en capacité de prendre la maison d'un emprunteur s'il est en défaut de 2 ou 3 traites sur son crédit, et de la même façon les particuliers feront bien plus attention aux emprunts qu'ils contractent. La responsabilisation, ça marche à condition que chacun ait réellement quelque chose à perdre et dans des délais courts. Au final, le marché immobilier est dans un contexte à risque, car c'est le niveau de vie des Français qui est en risque. Après, il faut garder de vue que le marché immobilier, ça n'existe pas. Il faut impérativement le regarder à une échelle locale. Et là, il y a sûrement des choses à faire au cas par cas. Toutefois, gardez en tête que gagner de l'argent en marché baissier est un sport bien plus compliqué qu'en marché haussier, où tout le monde se croit être un génie.